Ce mutisme s'explique par la sidération du traumatisme, mais aussi la culture et la banalisation du viol, les fantasmes sur les pulsions masculines, les incompréhensions et les mensonges sur la notion de consentement, la confusion entre la demande exprimée ou espérée, aide, tendresse, amitié, et la réponse sexuelle apportée. Avec nous aujourd'hui pour dénoncer ce drame injustifiable, prévenir la tragédie en amont, libérer la parole en aval, afin d'aider au mieux les victimes à se reconstruire. J'ai le plaisir de recevoir Madame Mélène Vecchiali, psychanalyste, coach, auteur de plusieurs livres, dont Maître les pervers, échecs et maths, et son petit dernier, Le silence des femmes, publié chez Albin Michel. Madame Vecchiali, bonjour. Bonjour, docteur Rafal. Votre ouvrage démarre par un viol d'une extrême banalité, des jeunes, un peu d'alcool, de la séduction sans envie avérée de passage à l'acte, une agression sans violence toujours perceptible, mais aux conséquences terribles et prolongées. Oui, c'est effectivement malheureusement banal, mais courant, puisque c'est une étudiante qui est violée par un copain. Le viol par des proches correspond à 86% des viols. Contrairement à ce qu'on peut penser, le viol, c'est pas toujours dans un parking avec un gros couteau. Ces viols-là ne représentent que 14% des viols. Donc le viol par des proches est vraiment celui qui est le plus intense et par conséquent tragique également. Parce que dans votre livre, vous dites qu'il y a 5 grands types de viols. Vous l'avez dit, surtout familiaux, mais ils peuvent être conjugaux, ils peuvent être par l'entourage, ils peuvent être commis par des ados, des inconnus, en groupe. Mais vous dites, ça se passe quand même le plus souvent. Oui, 86% ce sont des proches, effectivement. Et dans votre livre, vous dites autant dans toutes les classes aisées ou défavorisées. Voilà, toutes les classes, et avec la particularité de cette difficulté immense de pouvoir en parler. C'est tout le sujet de mon livre, comme vous le disiez en introduction, d'expliquer pourquoi ces femmes se taisent, pourquoi cette omerta qui leur permet malgré tout de rester dignes et debout. Ça a changé les choses, cette loi du silence dont vous parlez depuis MeToo? Je crois que très certainement ça a changé les choses, mais les femmes continuent à savoir que le viol est le seul crime au monde où la victime est d'emblée présumée coupable. Elles savent donc que si elles devaient porter plainte, eh bien, il y aurait une grosse difficulté pour accueillir leur plainte avec bienveillance. Alors, c'est en train de changer. Les écoutants commencent à avoir pas mal de formations, mais beaucoup de questions vont leur être posées. Comment elles étaient habillées? Est-ce qu'elles étaient alcoolisées? Pourquoi elles étaient là? Donc, c'est ça qui, entre autres, les empêche de porter plainte. Vous dites que le viol est le seul crime où la victime est d'emblée présumée coupable. Oui, effectivement, c'est quelque chose de tragique, parce que, pour toutes les raisons que j'énonce, pardon, à savoir ce flou sur le consentement, à savoir ce mythe du désir irrépressible des hommes, le mythe de la femme qui désire être violée, cette confusion des langues dont on va parler, la culture du viol, tout ça fait que effectivement les victimes sont d'abord elles-mêmes avec un sentiment de culpabilité. Dans votre ouvrage, vous dites, quand on évoque des relations sexuelles non consenties, entre parenthèses, mais admises socialement, ça évoque un acte banal et pas un viol. Oui, il y a vraiment quelque chose qui est terrible, qui est justement cette idée que finalement, je crois qu'on va en reparler aussi sur le consentement, mais c'est quand même magistral de savoir que les gens imaginent qu'il y a une zone floue. Moi, je me suis fait dernièrement agresser verbalement, très violemment, par un homme, un directeur général d'une société, un homme d'une 50aine d'années, qui a été d'une violence absolue concernant mon livre, en me disant « Mais oui, il existe une zone grise. Oui, les femmes, il faut qu'on vous force un peu, et puis après, vous dites oui. » Donc, on voit que c'est pas réglé, cette histoire-là. Ça continue à être dans un flou qui est tragique.
J'ai repris dans la presse professionnelle une étude canadienne qui est réalisée par l'Université de Montréal sur 8000 écoliers. Et on nous apprend que 15% des filles et 4% des garçons ont vécu une agression sexuelle pendant leur enfance. Oui, alors ça c'est un autre domaine. Moi, dans mon livre, je ne parle que des femmes adultes, parce que l'inceste ou la pédocriminalité, c'est un autre sujet, tout aussi intense, plus délicat. Mais effectivement, aux États-Unis, par exemple, sur les campus, on pense qu'une femme sur deux va subir soit un viol, soit des violences sexuelles. Donc c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Et en France, si on parle des féminicides ou des viols, on sait que c'est très fréquent. Les chiffres que vous donnez sont impressionnants. Vous dites le viol, c'est le crime le plus répandu et le plus impuni. Une femme sur 5 est victime de harcèlement dans sa vie professionnelle. 1 sur 2 sera confrontée à des remarques déplacées, des gestes, parce que vous avez vécu. Et 9 sur 10 vont subir un acte non consenti. Oui, je crois que c'est pour ça que quand vous parliez tout à l'heure de la libération de la parole, bien évidemment, heureusement, ça permet de savoir que ces femmes-là savent qu'elles ne sont pas seules, s'aperçoivent qu'il y en a d'autres qui parlent et que dans un climat de sororité, sans doute, ça les incite à parler un peu plus. Mais finalement, et c'est tout le sujet de mon livre, finalement, je trouve que même avec MeToo, même avec pas mal de femmes qui parlent et des femmes célèbres qui osent dire les choses, on parle pas beaucoup, nous les femmes, parce que si on devait parler de tout ce qui nous arrive au quotidien, moi je vois à un moment, dans un de mes chapitres, j'ai mis #MeToo, j'ai 10 ans, #MeToo, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, et je raconte des faits tout à fait banals du quotidien que je n'avais même pas relevés moi-même. Et en écrivant ce livre, tout d'un coup, je réalise que des actes sexistes ou des craintes ou des peurs de traverser un jardin, même en pleine un jardin public en pleine journée, ou d'avoir un ami de la famille qui me dit « mais tu es ma petite fiancée » et qui essaye de m'embrasser dans la cuisine, heureusement qu'il n'y arrive pas, ou un entretien avec un dirigeant qui, au lieu de me parler de l'activité de ma société, tout d'un coup se met à me parler de mes yeux. Donc tout ça, c'est problématique. Vous citez dans votre livre une enquête édifiante de Massil Ben-Bourish. Elle est docteure en psychologie et criminologie. Et elle explique qu'entre 30 et 60% des individus interrogés pourraient commettre un viol s'ils étaient sûrs qu'il n'y a pas de plainte. Elle explique que ce n'est pas l'alcool qui cause les viols, mais c'est la culture du viol. J'étais... Oui, moi aussi. Quand j'ai démarré ce livre, je le dis en conclusion, j'étais féministe sans plus, et à la fin du livre, j'étais vraiment féministe acharnée parce que, oui, je découvre qu'il y a une problématique qui est certainement qui ne concerne pas tous les hommes, heureusement, mais juste quelques lâches qui s'autorisent des choses parce que ils s'inventent que le consentement ne sert à rien, qui s'inventent qu'ils sont tout puissants et que phallus et pouvoir étant très proches, ils en profitent. Dans la culture du viol, vous citez pêle-mêle dans votre livre, vous dites la femme doit du sexe à l'homme, le devoir conjugal, le repos du guerrier, le droit de cuissage, la prostitution, l'excision, j'en passe. Oui, et je cite en particulier une émission sur la Grande Librairie où François Buñuel reçoit Annie Ernaux et Nancy Hudson, qui sont 2 grandes féministes et 2 grandes écrivaines, et qui ce jour-là parlent du dernier livre d'Annie Ernaux qui s'appelle L'événement, et où elle parle d'un viol, et elle refuse de parler de cela en utilisant le mot viol. Et François Buñuel, très justement, lui dit « mais vous ne voulez pas utiliser ce mot ?» Et elle dit « non. Non, parce qu'une femme doit du sexe aux hommes. » Et Nancy Hudson, présente, dit aussi, oui, elle doit du sexe aux hommes. Et Annie Ernaux raconte quand même une histoire où elle était jeune fille, monitrice, et le chef des moniteurs la viole, l'oblige à l'embrasser pendant une boue, mais ensuite l'entraîne dans sa chambre, lui saute dessus, lui dit des mots très crus et très durs, et ensuite elle a été en dépression, elle a eu un problème d'anorexie,
et elle a mis, je crois, 50 ans avant de pouvoir écrire là-dessus. Et elle dit ce n'est pas un viol. Et de dire les femmes doivent du sexe au viol et nous commençons notre vie dans le malheur comme ça et on creuse ensuite notre malheur. Ce sont deux féministes qui ont dit ça très récemment devant des milliers, peut-être des millions de jeunes filles et de jeunes femmes. Donc c'est terrible parce que si même les femmes entretiennent cette culture du viol, où allons-nous ? La semaine dernière, j'ai vu et écouté une interview de Julia Foyce et elle expliquait une grosse différence entre j'ai été violée et je me suis fait violer. Oui. Faut être très très vigilante sur les mots. Ça, sur les mots, voilà. Vous dites dans votre livre, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Oui, c'est Camus qui dit ça. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au malheur du monde. Oui, il faut être très vigilant sur les mots, c'est important. Voilà, je vous propose une courte pause musicale avant de parler de la confusion des langues. Chillem, chillem, lungone drumeya, maladile, shurure rumeya. Jelem jelem lungone dromeya maladile shurure rumeya
silence des femmes, j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Hélène Vecchiali pour son ouvrage publié chez Albin Michel. Alors on citait tout à l'heure Camus qui disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Et vous expliquez dans votre livre, vous dites il n'y a pas de vrai ou de faux viol, comme il n'y a pas de vrai ou faux assassinat. La femme était juste en demande d'amitié, de réconfort, de service, et l'homme répond par un crime dans une totale confusion des langues. Oui, c'est Sándor Ferenczi, qui est un psychiatre-psychanalyste hongrois, qui a développé ce concept de confusion des langues, et je trouve ça vraiment passionnant et bien adapté dans ces viols par des proches, dont je disais tout à l'heure, qui représentent quand même 86% des viols. Ce qui entraîne la culpabilité des femmes, c'est que la plupart du temps, elles ont été en demande par rapport à ses proches. Alors c'est une femme qui va demander peut-être un moment de tendresse à son mari et qui la viole. C'est une collaboratrice qui demande de la reconnaissance à son manager et qui la viole en réponse. C'est une copine qui demande de la bienveillance à un ami et qui la viole. Et puis, je n'en parle pas dans mon livre, je disais tout à l'heure que je parlais que des femmes, mais pour les enfants, c'est des demandes de tendresse à un adulte, à un prêtre ou à un réalisateur ou à un écrivain, et une réponse en regard qui est du viol. Donc cette confusion des langues, l'un parle yougoslave, l'autre répond chinois, pour bien préciser cette métaphore, fait que les victimes se disent mais peut-être je me suis mal exprimée dans ma demande, peut-être j'ai pas été assez clair. Et bien sûr, le violeur entretient cette confusion en lui disant « tu m'as allumé, maintenant tu assumes ». Et donc, c'est ce qui fait une des culpabilités des victimes et ce qui entraîne ce mutisme et cette honte, entre autres. Et vous dites céder n'est pas consentir. Oui, qui ne dit mot ne consent pas, céder n'est pas consentir, bien sûr. Alors, le climat, un climat qui est favorable. On disait tout à l'heure qu'il y a une culture de viol, donc un climat ambiant qui était favorable au viol. C'est en train de s'atténuer, semble-t-il. Quand même, là, tout à l'heure, vous étiez un petit peu mesuré sur les conséquences de MeToo, mais sur simplement la cérémonie des Césars, l'attitude d'Adèle Haenel qui quitte la salle. Sans une parole, mais veut dire qu'il en dit beaucoup, quoi. Oui, qui en dit beaucoup sur... ça n'enlève en rien, malheureusement, ça dévoile des choses, ça oblige à des prises de conscience, mais les violeurs, on peut leur faire toute démonstration. Ils continueront à violer. Et la culture du viol, c'est par exemple David Hamilton qui pendant 50 ans a photographié des jeunes filles dénudées. Qui s'en est offusqué? Alors on s'est offusqué à juste titre du fait qu'il avait violé. Mais qui... J'ai lu tous les papiers qui avaient pu sortir, enfin tous peut-être pas parce que c'était trop difficile, mais j'ai lu beaucoup de papiers qui sont sortis sur cette histoire avec David Hamilton par exemple. Qui, à un moment, s'est offusqué de ces photos? Personne. Je parle aussi du dernier tango à Paris, c'est bien plus lointain, mais personne s'est offusqué de ce qui était arrivé à Maria Schneider sur le tournage. Donc, et après et après, la pauvre, puisque ça a détruit toute sa vie. Et au quotidien, on continue à avoir des photos de femmes dénudées, on continue à obliger les femmes à être dans une société des apparences, à être dans la séduction, à être séduisantes et à être aguichantes. Tout ça participe de cette culture du viol qui se poursuit. Donc oui, officiellement, bien sûr, heureusement, les choses commencent à se dire, mais j'entends quand même pas mal d'hommes, quelques femmes rarement, heureusement, dire « bon, mais ça va, on en a assez entendu parler, là, de MeToo, de balance ton porc, ça suffit, bon, allez, passons à autre chose ». Mais non. Ne passons pas à autre chose parce que c'est pas encore réglé. Et dans mon livre, je parle beaucoup, bien sûr, des viols réels, mais je parle aussi des violences symboliques. Les violences symboliques, c'est ce qui fait que j'animais un team building il y a 3 mois avec un comité de direction où il y avait 12 personnes, donc un directeur général et 11 membres d'une équipe. Il y avait 12 hommes. 12 hommes. Et je fais des coachings, beaucoup de coachings de hauts dirigeants.
Et j'ai 99% d'hommes. Des DG, des PDG sont les hommes. Et dans des comités de direction, il continue à y avoir qu'une seule femme ou deux femmes, et elles sont DRH ou directrices de la communication. Donc si je prends simplement le monde de l'entreprise, donc là on est loin de la culture du viol, hein, là je parle des violences symboliques. On continue à avoir peu de femmes partout, donc dans les instances de pouvoir, que ce soit donc les entreprises, que ce soit le monde des arts, que ce soit dans la religion. La religion, parlons-en, j'en parle à un moment où on continue à dire que la femme vient de la côte d'Adam. Or, la traduction, c'est qu'elle a été créée à côté d'Adam. Qui rectifie ça, qui en parle, Non, on continue à avoir dans toutes les religions la femme qui est dans une situation dominée, voire même méprisée. Donc, Delphine Orviller s'élève en disant la femme dangereuse et tentatrice, elle s'insurge contre cette formule. Bien sûr. Delphine Orviller, qui est une des femmes rabbins, peut-être la seule en France, je crois qu'elles sont 2 maintenant en France. Voilà, je vous propose une courte pause publicitaire avant de reprendre plus loin notre chemin sur la séduction et surtout les conséquences dramatiques du viol. Merci de rester fidèle à notre rendez-vous en compagnie aujourd'hui d'Hélène Vecchiali, psychanalyste, auteure de Le silence des femmes, publié chez Albin Michel. J'ai été surpris, effectivement, j'avais jamais envisagé cette lecture des contes d'enfants. Alors vous expliquez, vous dites le prince s'approche de la jeune femme inconsciente, l'embrasse, l'emporte sans sa permission ni son consentement. Il lui impose ses désirs au nom d'un acte d'amour aussi total qu'autoritaire. Oui, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus lire les contes d'enfants. On peut les lire différemment. Mais c'est assez spectaculaire de voir que garçons et filles, alors les contes sont surtout racontés aux filles, ces contes-là, mais sont baignés dans cette culture-là où, alors d'abord, bien évidemment, toutes les jeunes filles de ces contes sont jeunes et jolies. On parle jamais, bien sûr, de leur intelligence. Hein. Ce qu'il faut, c'est l'apparence, qu'elle soit séduisante. Et effectivement, leur grand rêve, c'est de rencontrer un prince qui, bien évidemment, est charmant. Hein. C'est presque un pléonasme dans ces contes. Et c'est le prince qui va décider de embrasser cette jeune fille sans son consentement. Blanche-Neige est dans un coma. Les autres aussi sont à moitié estourbie et les embrasse, elles sont ravies et elles partent avec lui. Ça me fait penser, moi, à quelque chose qui m'a beaucoup traumatisée l'été dernier. Dans le 14e arrondissement, en faisant mes courses, j'ai croisé une petite fille qui devait avoir 4 ans et qui se promenait déguisée avec un voile de mariée. Bon, je n'ai pas fait attention et puis je suis partie en vacances au mois d'août en Grèce et j'ai croisé une petite fille qui avait 8 ans et qui avait un voile de mariée. Et je suis allée regarder sur Internet et j'ai vu qu'on vendait des petits voiles de mariée pour les filles. Et là, je me suis dit, mais c'est assez spectaculaire, est-ce que dans le monde, il y a un endroit où on vend aux petits garçons des costumes de mariée ? Est-ce que ça viendrait à l'idée d'acheter à un garçon un costume de mariage ou quelque chose qui ressemblerait. Donc je me dis, mais comment on peut élever des petites filles dans ce projet de mariage ? Et je suis complètement favorable au mariage et vive l'amour, mais qu'est-ce que ça veut dire d'élever des petites filles avec ça comme projet ? Le petit garçon, il veut la tenue d'Mbappé. Il veut Zorro, il veut Mbappé, mais jamais au grand jamais, il rêve et quelqu'un penserait à lui faire rêver au jour du mariage. Alors, vous êtes psychanalyste de formation et vous dites d'ailleurs, ma spécialité a insufflé des thèses discutables sur la passivité et le masochisme des femmes. Et finalement, elles aiment souffrir, pourquoi s'en priver ? Donc, oui, voilà. Prétexte de plus pour les hommes. Alors, Dieu sait si j'adore la psychanalyse qui m'a sauvé la vie et
je continue à aimer avec passion, mais Freud nous a fait beaucoup de mal en pensant effectivement qu'il y avait une espèce de masochisme féminin et que les femmes étaient vouées à être dominées et que finalement nous étions tellement envieuses du pénis des garçons que ce manque-là nous rendait à la fois hystériques et passives et masochistes. Donc, bien évidemment, tout ça n'a aucun sens, mais ça continue à être présent dans l'inconscient collectif et il faut s'insurger contre ça, bien évidemment. Vous expliquez, vous dites, alors dans le livre, parmi les excuses, le mâle est biologiquement incapable de maîtriser ses pulsions. Oui, c'est un autre mythe qui perdure et qui voudrait dire que lorsque un homme est physiologiquement prêt à avoir un acte sexuel, toutes ces périphrases pour dire un homme en érection, eh bien nous les femmes, nous sommes bercées par ce mythe que c'est parti, c'est fini, on peut pas l'arrêter. Alors il faut savoir quand même que jamais un homme n'est mort de chasteté et que par ailleurs, bien évidemment, si à ce moment-là on dit non, ça s'arrête. Mais j'ai fait un micro-trottoir et j'ai été très étonnée des réponses parce que sur une centaine de femmes, à peu près 80% ont dit oui, effectivement, une fois que c'est parti, c'est parti. Moi, si même sans le vouloir, je l'ai allumé, eh bien, il faut que j'assume. Et ça, c'est terrible. Alors, la bonne nouvelle, quand même, c'est que les jeunes femmes, j'ai une amie qui a pu interviewer pour moi plusieurs jeunes femmes, et elles ont dit, mais je sais même pas de quoi on parle. Non, bien sûr que non. Si c'est non pour moi, ça sera non, quel que soit l'état dans lequel se trouve le garçon en face de moi. Donc, réjouissons-nous, c'est en train de changer. Les excuses, parfois, vous expliquez, en Irlande, en 2018, il y a un jeune homme qui est accusé de viol, et au tribunal, il a apporté le string de la jeune fille qu'elle portait comme preuve de consentement. C'était elle la responsable. Et il a été acquitté. Il a été acquitté. C'est ça qui est le plus tragique, c'est qu'il a quand même été acquitté. Alors il y a eu des manifestations justement avec beaucoup de femmes qui se sont promenées avec un string à la main pour hurler au scandale, mais ça n'a rien changé, bien sûr. Voilà, la lecture de votre livre, donc on a compris que la posture de non-retour et de besoin pressant n'est pas défendable, même si les hommes viennent de Mars, donc les prédateurs, et les femmes de Vénus, donc des proies. Oui, heureusement tout ça ne tient pas debout, mais il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir, puisque quand même, je vous dis, dans ce micro-trottoir, beaucoup de femmes disaient, ben oui, une fois que c'est allumé, il faut assurer, le pauvre. Essayons de comprendre ce qui se passe précisément dans la tête médicalement. Là, on est quand même à un rendez-vous médical habituel. La sidération, donc c'est le terme consacré. Alors vous dites il y a une sidération traumatique et une sidération post-traumatique. Et post-traumatique, vous l'avez évoqué là tout à l'heure, ça peut durer des dizaines d'années. Oui, la sidération traumatique, l'étymologie nous aide pour bien comprendre. Sideratus, en latin, ça veut dire frappé de paralysie. Et traumatique vient du latin trauma qui veut dire blessure. Donc on comprend bien que ces femmes violées se retrouvent frappées de paralysie à cause d'une attaque blessante. Pour ma part, dans mon livre, au lieu d'appeler ça sidération traumatique, j'ai appelé ça le syndrome de l'étoile de mer, c'est-à-dire ces femmes qui sont là, immobiles, bras et jambes écartés et complètement paralysées. Vous dites elles se coupent d'une partie d'elles-mêmes, oui, c'est ça ? Oui, elles se coupent d'une partie d'elles-mêmes. Je ne connaissais pas la sexualité de l'étoile de mer, donc je ne savais pas. Mais... Oui. Et donc, dans le cerveau, dans la zone temporale, il y a un noyau en forme d'amande, en latin amygdala. Donc, ce noyau s'appelle l'amygdale. Et effectivement, c'est un peu comme un détecteur de fumée, c'est-à-dire que c'est lui qui ordonne en cas d'attaque la sécrétion d'adrénaline ou de cortisol pour que les gens puissent s'échapper. Et là, lorsque la victime de viol, bien sûr, ne peut pas s'échapper, elle est prisonnière, eh bien, cette amygdale va surchauffer et va faire que la victime va être paralysée, figée.
Vous dites, elle endure le viol sans y participer d'aucune façon. Elle se coupe d'une partie d'elle-même et il y a de la confusion, une dissociation, une dépersonnalisation. Oui, c'est assez spectaculaire. Alors, Sauf que c'est ce qu'on va lui reprocher après. Oui, voilà. Il faut tout de suite savoir que ce système de défense physiologique est positif, parce que ça va permettre à la victime de ne pas accentuer d'autres tragédies, voire même d'être tuée. Dans la tête de la femme qui subit cette agression, voilà. Et elle pense qu'elle va être tuée. Oui, c'est en rien de la lâcheté, et encore moins, bien sûr, du consentement. Et cela va entraîner un cerveau qui va être... qui va entraîner une anesthésie émotionnelle. Et là, cette dissociation, terme qu'on connaît bien pour les schizophrénies, puisque on parle de dédoublement de personnalité, là, pour le coup, il va y avoir une dissociation entre le physique et l'émotion et tout le système émotionnel. Donc le corps va être présent, mais la personne, la victime, va se retrouver coupée de ses émotions, de sa pensée, de ses sensations. Elle est vraiment coupée en deux. Et ça va entraîner une dépersonnalisation, et cette dépersonnalisation, ça va être l'esprit vide, le regard vide, les émotions vides. Et ça va perdurer après. C'est là où on va parler de sidération post-traumatique. Elle va être jugée là-dessus. Vous dites qu'elle va raconter de façon illogique, de façon incohérente, et on va quasiment pas la croire. Oui. On va pas la croire parce que, alors quand elle va oser parler, sinon la plupart du temps, elle va inventer une version officielle, une histoire officielle, pour éviter de raconter ce qui s'est passé. Parce que la sidération post-traumatique, c'est le fait que les victimes vont tout faire pour éviter de se remémorer le viol, pour éviter d'y repenser. Donc ça va être par exemple des phénomènes auto-anesthésiants, l'alcool, la drogue, les automutilations, l'anorexie, la boulimie, etc. Et les achats compulsifs. Les achats compulsifs. Et puis ça va être également le fait de se couper de cette partie du cerveau, le cerveau gauche où il y a l'aire de la parole, l'aire de Broca. Cette partie-là de l'hémisphère va également se figer pour éviter que les souvenirs reviennent et que la parole revienne. Vous citez, vous dites il y a des résurgences, donc un simple détail va ramener dans la situation, des réminiscences, on revit par flashback la dévastation, des amnésies. Vous dites ça protège pendant l'acte. Et ça gêne évidemment le retour à une vie normale. On a beaucoup de témoignages où des femmes, même 30, 40 ans après, décrivent ces phénomènes. Oui, le souvenir est enquisté et dans une espèce de cave froide. Et la nécessité de le tenir sous la conscience empêche une vie effectivement normale. Je lisais la semaine dernière une interview d'Andrea Bescon dans Télérama, j'étais dans la lecture de votre ouvrage et bien évidemment les deux se mélangeaient. Et elle l'expliquait, elle disait que pour avancer, et là elle parlait en femme, mère de famille, longtemps après des événements qui se sont produits quand elle avait, je crois, l'âge de 9 ans, qu'elle a traduit dans son spectacle de danse Les Chatouilles. Spectacle que j'ai vu. Que vous avez vu, et elle explique, elle dit il faut avancer, il faut fermer la valise qui pue. Elle dit les images font partie de soi, on ne peut pas les refouler, il faut apprendre à les laisser passer pour qu'elles ne contaminent pas les proches. Et là, on est longtemps après ces événements. Oui, c'est pour ça que je crois que, j'espère en tout cas, c'est ce qui m'a déjà été dit, que mon livre, Le silence des femmes, apporte des messages qui sont préventifs et aussi un peu curatifs. Je veux dire par là qu'une fois que... Je les ai gardés pour la fin, précisément, les solutions. Mais une fois que on sait qu'il y a eu cette confusion des langues, c'est-à-dire que oui, il y a eu une demande, mais non, on n'est pas coupable de l'avoir formulée. La culpabilité
côté de l'agresseur qui a fait exprès de mal entendre la demande. Non, le désir des hommes n'est pas irrépressible. Non, les femmes ne désirent pas être violées. Non, le consentement n'a pas de zone grise, c'est blanc ou c'est noir, et quand c'est non, c'est non. Non, les femmes ne disent pas tout le temps oui, parce que quand c'est non, ça veut dire oui, quand c'est oui, ça veut dire oui, quand elles disent rien, ça veut dire oui. Non, elles sont pas des girouettes. Non, elles sont pas passives. Je veux dire, une fois que tout ça a bien été révélé et regroupé de façon assez exhaustive, je pense que ça aide déjà à lever la culpabilité et la honte. Mais effectivement, c'est une blessure, mais une blessure qui peut cicatriser. Vous venez d'aborder donc la notion qui est la notion importante, qui est celle du consentement. Titre, je crois, du livre de Vanessa Springora. Et dans ce livre, elle explique, elle détaille effectivement le consentement qu'elle a, elle, à l'âge de 14 ans avec Gabriel Matzneff, qui, lui, est un intellectuel et qui, évidemment, reprend beaucoup des éléments que vous avez développés, même peut-être en plus littéraire. Il s'appuie sur la psychanalyse, il s'appuie sur l'anthropologie, il s'appuie sur la Grèce antique, tout ça pour justifier son comportement. Injustifiable. Justifier l'injustifiable. Cette jeune fille, j'ai lu le livre Le Consentement, et vraiment c'est un livre qui est bouleversant, émouvant, et où tout au long du livre, eh bien, on entend cette confusion des langues. C'était une jeune fille qui était assez isolée, avec un père absent, une mère très prise, et qui avait un besoin d'amour et de tendresse infinie, amour et tendresse infinie qu'elle a reporté sur cet homme et qui lui a imposé une relation sexuelle qu'elle a fini par croire accepter, mais en fait le consentement était imposé, un peu comme le prince charmant dont on parlait tout à l'heure dans un conte, où finalement il était là, il était admirable et admiré par sa mère. Et elle n'obtient aucune aide. Elle raconte qu'elle fait part à Sioran de ça, et qui lui répond qu'il ne faut rien faire pour ne pas perturber la création littéraire. Oui, elle se retrouve avec une obligation d'accepter et elle est censurée, et puis c'est quelqu'un qui a su l'amener de façon certainement assez perverse, l'amener à être sous emprise et à être en demande, et de fait il y a une culpabilité énorme, une honte énorme, tout ça est injustifié. Mais quand on a 14 ans, comment on peut trier entre ce qui est malsain, ce qui est imposé, et ce qui fait partie de demandes saines d'une jeune fille de tendresse? Vous utilisez pour le consentement, Madame Veikali, deux métaphores. Alors je les aime bien parce qu'elles sont facilement applicables. Alors il y a la métaphore de la danse et la métaphore de la tasse de thé. Oui, la métaphore de la tasse de thé, comme on peut s'en douter, vient de l'Angleterre, où il y a des vidéos qui sont passées aux enfants pour leur expliquer que quand quelqu'un veut une tasse de thé, eh bien voilà, on lui sert, et puis s'il la veut pas, eh bien surtout on la lui sert pas, et puis si par hasard on la lui a servi puis qu'il en veut plus, il faut respecter ça. Pour ma part, j'ai inventé la métaphore de la danse en disant que si un homme veut, il y a un slow dans une boîte de nuit, un bal quelconque, il y a un slow, un homme veut inviter une femme, elle est étonnée, elle se lève, et puis tout d'un coup, elle veut pas danser avec cet homme. Si jamais elle se transforme en poupée de chiffon et qu'elle bouge plus, on comprend bien que jamais l'homme va la faire danser. Il va pas faire danser une poupée de chiffon, il va la laisser là. Eh bien, c'est exactement pareil. La notion de consentement, elle est très simple. Est-ce que la femme participe ou est-ce qu'elle ne participe pas à la relation sexuelle? On a beau inventer tout un tas de choses comme cette fameuse zone grise, on ne sait pas si c'est oui, si c'est non. Non, on sait que c'est oui et on sait que c'est non. C'est blanc ou noir, c'est pas gris. Elle participe ou elle participe pas. J'ai revu la semaine dernière, par le hasard, on va dire, du calendrier Thelma et Louise. Et évidemment, la vision de la scène où elle se fait violer sur le parking. Où elle est violée.
où elle est violée. Où elle est violée. Voilà, vous m'avez expliqué, en fait, être violée ou se faire violer, il y a quelque chose de passif. Oui. Enfin, presque. Et à la vision du film, ou peut-être la vision du cinéaste, ou en tous les cas des deux protagonistes, on dit elle l'a cherché quelque part. Oui, c'est ça qui est horrible. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va questionner les femmes quand elles vont avoir le courage de porter plainte, on va les questionner en disant comment vous étiez habillée, comme si le fait d'avoir un string, comme on disait tout à l'heure, ou d'avoir une mini-jupe, ou d'avoir un grand décolleté, autorisait le viol. Même Suzanne Sarandon, qui est donc avec elle, la rend quelque part coupable. Elle voulait juste s'amuser. Elle sortait de chez elle dans un climat familial qui était un petit peu compliqué. Voilà. Tout le monde est complice de cette histoire de consentement où, après tout, si la femme a allumé, elle a eu que ce qu'elle mérite. Non, rien n'autorise ça. Rien n'autorise un assassinat. À propos de la libération de la parole, on rappelle Boris Cyrulnik qui dit « Raconter, se mettre en danger, se taire, c'est s'isoler ». Comment on fait ? Eh bien, c'est compliqué, bien évidemment. Je parlais tout à l'heure de ces souvenirs qui sont enquistés, qui sont dans une cave froide. Eh bien, ça veut dire pouvoir parler, ça veut dire être certain que l'interlocuteur va pouvoir faire un climat suffisamment chaleureux pour que les souvenirs se dégèlent et puissent commencer à être énoncés. Mais je cite dans mon livre une patiente qui me disait je ne peux pas parler parce que la seule réaction que j'accepterais d'un interlocuteur, c'est qu'il se roule par terre en hurlant de douleur et d'empathie. Or, on comprend bien que personne ne va réagir comme ça à l'issue d'une narration aussi tragique qu'un viol. Donc c'est très compliqué, il faut choisir ses interlocuteurs, et je pense que les thérapeutes sont quand même les mieux à même de pouvoir entendre les choses et de pouvoir accompagner la parole, de pouvoir faire en sorte qu'elle soit énoncée. Je pense que également MeToo est précieux aussi pour ça, pour que les femmes soient solidaires entre elles et partagent entre elles les souffrances et les récits, et surtout sortent de la culpabilité, sortent de la honte, pour que enfin tout ça change de camp. Mais individuellement, je le disais tout à l'heure, c'est compliqué. Ça a une vertu thérapeutique, par exemple, ce qu'on a entendu sur le harcèlement dans le sport, les patineuses. Bien sûr, parce que les hommes, et répétons que c'est une minorité, ces hommes lâches savent aujourd'hui que quelle que soit leur position de pouvoir, les femmes, les jeunes femmes sont maintenant au courant du fait que ça n'est pas possible, que ça n'est pas acceptable. Et dans mon livre, dans les solutions, je rapporte une solution que m'a suggéré un ami, Xavier. Il me disait, mais moi j'ai un ami architecte, il a fait beaucoup de sport, et il me disait, mais peut-être une des solutions aussi, ça serait d'apprendre à nos garçons, quand ils sont petits, de leur apprendre à perdre. Et apprendre à perdre dans des sports individuels ou des sports collectifs, c'est aussi apprendre que plus tard, une femme peut dire non et on n'est pas détruit. Porter plainte, vous l'expliquez dans votre livre. Alors depuis, il y a eu effectivement un certain nombre d'événements, mais vous dites que pour la femme, c'était très très compliqué parce que là, un interrogatoire policier, là maintenant, je pense qu'on est obligé de les former pour que ça soit peut-être un petit peu plus délicat. Et vous dites même, elles affrontent la violence non seulement de l'institution, mais la violence familiale. Oui, elles sont parfois exclues du milieu social, du milieu familial, simplement parce qu'elles ont parlé. Oui, parce qu'elles ont parlé, et que souvent elles ont parlé d'une façon surprenante, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'elles parlent avec une émotion intense, avec des pleurs, avec des cris, et souvent elles sont dans cette sidération post-traumatique, avec, je le disais tout à l'heure, un regard vide, une absence d'émotion, et donc elles vont parler de façon assez froide et assez automatique, sans émotion.
Et de fait, elles vont déclencher chez leurs interlocuteurs, que ce soit des interlocuteurs à la police ou dans le milieu médical ou dans le milieu familial, elles vont déclencher des neurones miroirs qui vont s'adapter à leur comportement. Les neurones miroirs sont des cellules qui sont des cellules spécialisées qui sont dans le cortex. Ce sont ces cellules qui nous permettent, lorsqu'on discute avec quelqu'un, d'être dans l'empathie, dans la synchronisation des émotions, la synchronisation du corps. Or, lorsque les victimes parlent de façon froide, souvent d'ailleurs avec des incohérences dans leur discours, des trous dans le discours, et surtout cette absence totale d'émotion, en face, elles vont avoir en regard des gens qui finalement, avec leurs neurones miroirs, vont être dans l'absence de compassion, l'absence d'émotion, voire même un peu d'agressivité. Et c'est ça aussi qui fait que c'est très difficile de parler pour elles. Dans votre livre, il y a un témoignage, on était sur ces difficultés familiales, il y a un témoignage d'une productrice américaine, Cathy Schulman, qui raconte, elle préside une association avec 10 000 adhérents, elle dit à Hollywood, il était impossible d'établir une frontière étanche entre sa vie professionnelle et le désir des hommes, qu'il s'agisse de la simple envie de dîner ou celle de me mettre dans leur lit. C'était la norme, j'ai encore du mal aujourd'hui à croire que j'ai pu l'accepter, ça faisait partie du business. J'en ai parlé à ma mère qui a dit « Tu ne peux rien y faire, accepte-le, mais fais attention à toi. » Oui, je crois que j'ai un chapitre dans mon livre justement sur les actrices et sur le désir et bien sûr avec l'affaire Weinstein aujourd'hui, enfin j'en parle aussi, c'est d'actualité. Le métier d'actrice, c'est susciter le désir d'un réalisateur. Et j'interviewe d'ailleurs Claudia Cardinal, Elsa Le Poivre, mon oncle Paul Vecchiali, qui est metteur en scène. Je les interviewe sur ce qu'il pourrait y avoir d'ambigu. Et quand j'entends des femmes ou des hommes maltraiter ces actrices qui sont montées dans la chambre de Weinstein, il faut savoir que à Hollywood, c'est très fréquent d'avoir comme bureau une chambre d'hôtel. Et à partir du moment où ils les invitent et qu'elles ont l'espoir qu'il y ait un film, on est là aussi dans cette confusion des langues, c'est-à-dire qu'elles souhaitent être désirées. On est dans une zone grise là précisément, pas la même. Mais non, normalement non, mais elles souhaitent être prises pour un film et elles ont une demande et lui va répondre sexualité. Donc je sais plus quelle actrice disait au Emmy Awards 2017, elle disait ne vous y trompez pas, on désire toutes, messieurs, on désire toutes que vous nous trouviez séduisantes, mais c'est pas une raison pour nous baiser, disait-elle crûment. Là, on est bien dans cette confusion des langues, c'est-à-dire, dites-moi que je suis séduisante, mais ne me violez pas. Et vous terminez votre livre en disant « Les femmes ne souhaitent pas être adorées mais aimées, pas vénérées mais reconnues, pas sacralisées mais soutenues, pas divinisées mais humanisées. Elles sont, dites-vous, des êtres uniques, pas exceptionnels. » Effectivement. Madame Vecchiali, je vous remercie. Merci infiniment. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le silence des femmes, publié chez Albin Michel.